Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici au Salon Canado-Maghrébin pour parler aujourd'hui de la situation des médecins d'origine maghrébine au Québec, donc après leur processus d'immigration. Et j'ai avec moi à ma gauche Dr Atika Naifer, qui est médecin généraliste. Bonjour. Bonjour. J'ai également Monsieur Yassine Ouasli, qui est directeur exploitation à l'Excellence Conseil et Formation. Bonjour. Bonjour, merci. À ma droite ici, Dr Nizar Rouissi, qui est médecin anesthésiste. Bonjour. Bonjour. Et j'ai aussi Monsieur Anas Boukes, qui est physiothérapeute. Bonjour. Si nous commencions par parler de la situation en général, donc l'accès à pratiquer la médecine ou n'importe quel métier paramédical exige une formation, exige un plus. Et certains de nos médecins et de nos professionnels ont déjà un background, une vie, une carrière derrière leur dos. Et donc, s'en viennent ici. Docteur Naifer, comment on perçoit ça, donc cette barrière-là? C'est une grande barrière, effectivement. Faut le dire que le milieu médical est très fermé, c'est très sélectif. Et il y a ils ne reconnaissent aucune équivalence. Donc, effectivement, il faut tout refaire et puis tout reprendre. Je pense que comme Dr Louis, il y a plusieurs chemins. Tu peux faire un permis restrictif ou un permis régulier, mais effectivement, il faut tout reprendre et tout recommencer. Puis c'est très, très sélectif. Ouais. Oui, donc ce n'est pas seulement, ça ne concerne pas uniquement la médecine, la pratique de la médecine, mais toutes les pratiques du milieu paramédical. Ouais. Donc, en tant que médecin spécialiste, Dr Rouissi, jusqu'à quel point ceci est difficile de pratiquer au Québec? Il faut en vouloir. Il faut le vouloir. Donc, c'est un prix. Oui, c'est très sélectif. Et il y a différentes voies. Pour moi, personnellement, j'ai pris la voie la plus rapide, on va dire. C'est d'accepter un permis restrictif et d'aller travailler dans une région lointaine. J'ai passé des examens. C'est l'EMCC, l'examen d'évaluation médicale de consul. Et pour travailler au Québec, il faut avoir passé aussi l'examen sur les déontologies médicales, le CMP. Oui. J'ai passé tout ça, c'était en France. Donc vous l'avez passé avant de venir ici pour avoir votre permis restrictif. Oui. Et il y avait des chasseurs de tête. Oui, des chasseurs de tête. On a fait des conférences. Eux, ils étaient à Trois-Rivières, moi j'étais à Paris entre-temps. Et j'ai eu une place, c'était à La Tuque. La Tuque. Ouais. Donc il faut vraiment vouloir... vraiment vouloir. Ouais. Pour endurer l'hiver de La Tuque, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, Dr Naifer, si vous nous parliez de la voie classique, celle des examens, je pense, par laquelle vous êtes passé, vous. Oui, le permis régulier, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire comme... Donc, il y a les mêmes examens au début, les examens d'équivalence, et puis les LNCC. Et puis, à ce moment-là, une fois que tu as une équivalence pour un permis régulier, il faut appliquer dans une université pour avoir un poste de résidence. Un poste de résidence, c'est-à-dire qu'il faut passer donc des stages, soit pour en médecine de famille, soit pour une spécialité, et ça c'est entre 2 à 5 ans. Et la difficulté est là, c'est de trouver justement des postes de résidence. Il faut que l'hôpital accepte. En fait, il y a un système tu rentres dans la cohorte avec tous les Québécois, et vraiment il y a un matching. Effectivement, comme c'est pas le même système, on ne sait pas vraiment comment ça marche, donc on se retrouve un petit peu à plus savoir comment ça marche, comment est-ce que le matching marche, effectivement. Et puis, et une fois que tu es en résidence, effectivement, il reste encore tous les stages de résidence pour avoir un permis régulier. Donc, c'est un processus long. C'est long, c'est difficile, c'est un tout autre système. Il faut un certain... Moi, je pense que dans mon cas, je me suis dit, j'arrive, je ne sais absolument rien, je reprends tout depuis le début. Et je pense que c'est ça qui se dit qu'il faut tout reprendre depuis le début. Et effectivement, moi, après, dans ma pratique, je ressors en fait mon background de ce que j'ai d'avant
On l'a pas dans ma jeté. pratique. On l'a pas jeté. Mais effectivement, c'est comme quand on passe le permis, je pense. Quand tu es avec le conducteur, C'est ça. tu fais exactement ce qu'il te dit, puis après tu peux. Donc il faut vraiment, c'est tout un autre système. Très bien. Si nous passons à Monsieur Boucas, donc vous, c'est une autre pratique. On parle de physiothérapie ici. Parlez-nous comment ça se passe, parce qu'on connaît plus la médecine, mais on connaît moins ces domaines-là paramédicaux, Absolument. qui sont aussi restrictifs et difficiles d'accès. En fait, ma situation est un petit peu particulière. En fait, moi, je suis marocain, mais je suis né à Canada. Montréal. Donc, ça a été beaucoup plus facile. Mon système d'éducation était toujours dans les écoles québécoises. Donc, j'ai suivi le processus un peu plus naturel. Mais j'ai aussi connu des étudiants étrangers du Maghreb et d'ailleurs. Et puis, comme ils ont bien dit, ils ont besoin de beaucoup de motivation parce qu'il y a les équivalences à passer, les cours à reprendre. Et donc, on voit vraiment leur motivation et puis c'est très intéressant. Pour la physiothérapie en tant que telle, c'est sûr que le médecin, surtout le médecin généraliste, a une responsabilité plus globale du patient, sauf que dans certains cas précis, le médecin n'a soit pas le temps, n'a pas les ressources ou parfois même les connaissances plus approfondies pour traiter de façon optimale le client. On parle des conditions qu'on appelle musculo-squelettiques. Et ça, c'est toutes les blessures en lien avec les ligaments, les os, les articulations, les tendons, tout ce qui est les lombalgies, problèmes de dos, problèmes de cou, les entorses, les fractures, etc. Souvent, les médecins seront amenés à référer au physiothérapeute pour pouvoir guérir. Donc, selon vous, il est normal que l'accès à la physiothérapie soit aussi difficile que l'accès d'un ancien médecin maghrébin à la médecine? Notamment, sauf que c'est sûr que en physiothérapie, ça demande moins d'années d'études. Et donc, c'est forcément plus facile qu'un médecin qui, en plus, les spécialistes vont devoir étudier encore plus et passer plus d'équivalence. Donc, nous avons ici, en fait, vous êtes un bon exemple de quelqu'un qui a étudié ici, puis tout va bien, c'est loose, c'est smooth, comme on dit, c'est facile. Par contre, connaissant la situation de Dr. Neifer, vous, en fait, beaucoup, et je ne veux pas parler de votre cas en particulier, beaucoup arrivent ici dans la trentaine avancée, quarantaine. Donc, on dit avec une famille, avec des enfants, avec l'obligation de subvenir aux besoins des enfants. Donc, on doit travailler. Ouais. Alors que dans le cas du permis, on disait le permis régulier, on a besoin d'étudier à temps plein. Ouais, exact. Qu'est-ce qu'on fait des autres, des autres obligations de vie qu'on a? Est-ce qu'on arrête de vivre? En fait, oui, il y a des choix à faire. Tu décides. Moi, je dis dans mon cas particulier, effectivement, on restreint énormément, on vit vraiment avec le minimum, dans la quasi-pauvreté, je veux dire, pendant des années, parce que mais c'est un choix, c'est ce que tu veux faire. Moi, je vais te dire, quand je suis arrivée, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? J'ai essayé de faire autre chose, je ne sais rien faire d'autre et je n'aime rien faire d'autre. Donc à ce moment-là, je me dis, écoute, je vais tenter et ça en valait la peine. Mais effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est des sacrifices, notamment partir à la TUC, donc venir immigrer au Canada, penser qu'on va se retrouver à Montréal, et regarder les cartes postales. C'est un choix. La TUC était un choix. Bon. C'était un choix. Oui, donc comment on se retrouve propulsé dans une région quand même éloignée où il faut quand même s'adapter. Et vous êtes encore donc, dans un permis restrictif, donc c'est encore exigeant au niveau études. Vous avez à côté une famille. Comment on fait dans ce cas-là? On était des jeunes mariés, on va dire. OK. On n'a pas d'enfants, mais la TUC, c'était un choix, c'est justement pour fonder une famille là-bas. OK. Donc ça a été facile. C'était facile. Mais c'est des heures de travail, j'imagine, exigeantes. Les heures de travail, c'est vrai, c'est exigeant, mais la TUC, c'est une petite ville. Donc, Y a tout rien le à monde faire. se connaît. Excellent. Donc, Dr. Neifer, jusqu'à quel point vous comprenez le découragement des médecins maghrébins? On parle de médecins maghrébins qui sont chauffeurs de taxi de nos jours à Montréal, alors qu'on manque, on dit qu'on a un surplus de médecins dans le système de santé, mais sur le plan pratique, nous, en tant que citoyens, on voit qu'il y a un manque de médecins. Cette contradiction énorme, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est une profession, ce qu'on appelle contingentée. Contingentée, c'est-à-dire que même pour les Québécois, il faut une cote R, Donc, il y a avec l'université, il y a certains milieux comme le droit, la médecine qui sont contingentés. Donc, ils vont les recruter, on recrute 150, 100.
parmi une cohorte. Donc effectivement, les étrangers, quand ils viennent, ils vont les mettre là-dedans. Il y a aussi 1000 étudiants québécois qui sont aussi aux portes, qui attendent aussi d'entrer en médecine. Donc effectivement, quand les autres arrivent, on se dit, il y a déjà des jeunes qui ont peut-être 50 ans de carrière à faire et qui connaissent déjà le système. Ils vont peut-être les privilégier par rapport à quelqu'un qui vient dans la quarantaine et dans un autre système. Donc, mais effectivement, il y a Un découragement. un découragement. C'est un système contingenté, le Collège des médecins, c'est contingenté. On ne veut pas prendre beaucoup de médecins, donc c'est réel. Ouais, c'est une politique. Oui, c'est une politique, mais pas seulement pour les étrangers. Oui, C'est oui. aussi pour les Québécois, c'est pour tout le monde. C'est une profession qui est très Oui, contingentée. donc vous comprenez le découragement de ces Et gens-là. moi, ce que je pense, c'est que ceux qui viennent, ils doivent savoir pourquoi ils viennent. Donc, pour quel but ils viennent, ils savent que c'est contingenté, qu'est-ce qu'il reste à faire et à pas faire. Donc, mais effectivement, donc moi, je te dis, je vois pas beaucoup de solutions à leur proposer que leur dire, oui, effectivement, c'est extrêmement difficile, mais c'est possible. Est-ce que tu es prêt à faire vraiment tous les sacrifices qu'il faut pour y arriver? Mais c'est difficile. Et ça se peut que tu n'y arrives pas. Est-ce que venir au Canada, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que tu peux faire? Mais effectivement, il y a beaucoup de découragement et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va Se s'ouvrir résoudre souvent dans les prochaines sous peu, années. là. Donc, docteur Ruiz, si justement, vous, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un un médecin maghrébin qui veut venir ici? Honnêtement, moi, je ne veux pas donner de conseils, mais il faut voir le site de CMQ, Collège des médecins de Québec. Tout est là. Tout est bien expliqué. Mais je parlais les plus étapes. au niveau, non, mais pas au niveau des étapes, mais au niveau donc, de la volonté. Parce que Comme souvent, vous dites. les gens ne réalisent pas, quand on leur dit, ne réalisent pas la difficulté. Et souvent, Oui. un médecin qui est en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, quand on lui dit qu'il y a des examens, ben, il pense qu'on le décourage. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Et c'est pour cela, moi, je dis, écoutez, vas-y, il y a le site de Collège des médecins, c'est tout expliqué, bien expliqué, d'ailleurs, En détail. en détail. En attendant. Donc, vous, le seul conseil que vous donnez, c'est d'aller au Collège des médecins. Et selon vous, pour être plus sérieux, est-ce que ce qui est écrit, ce qui est exposé dans le site, est-ce qu'il décourage suffisamment un candidat pour lui donner au moins le pouls juste de la situation? Est-ce qu'il y a des statistiques? Est-ce qu'il y a des choses qui disent que c'est quoi Il y a tout, il y a les statistiques, il y a vraiment, il explique bien, ils disent, c'est pas, lorsque vous venez ici, vous allez trouver du travail, il faut avoir un centre qui accepte ça. Pour la résidence, il faut que la faculté aussi accepte ça et tout. Hein, Donc, on ne c'est donne bien pas de expliqué. faux espoirs aux Maghrébins non, sur le collège. Ouais. Enfin, à tous les médecins étrangers. À dans tous les le fond. médecins étrangers. Tout même- à fait, il n'y a pas de traitement spécial. Même les médecins européens, c'est important Ouais. de savoir. Oui. Suisse, France, c'est la même chose que les Maghrébins. Tout le monde est exposé à la même... malheureusement, pour beaucoup, l'échec survient à différentes étapes parce qu'il y a beaucoup d'étapes pour avoir au moins un permis régulier. Je ne sais pas pour le permis restrictif, mais il y a un échec à chaque étape. Ouais. Comment on doit réagir à cet échec-là pour avoir justement raison de la situation? Et moi, je dis, quand on vient au Canada, quand on fait une immigration au Canada, il faut savoir pour quelles raisons on l'a fait, parce que ce n'est pas toutes les personnes qui viennent pour les mêmes raisons. On n'est pas tous ici pour les mêmes raisons. Donc, chaque personne est venue pour une raison. Est-ce que cette raison est suffisante? Est-ce que si c'est pour une carrière professionnelle, à ce moment-là, oui, ça peut être décourageant. Mais si c'est pour autre chose, si c'est pour l'avenir de ses enfants, si c'est pour avoir une meilleure vie, un meilleur avenir, à ce moment-là, ça peut faire le poids contre un statut social et une profession que tu perds. Parce que tu perds une profession, un revenu, mais aussi un statut social. Donc, cette perte-là, elle peut être très importante. Mais si en contrepartie, tu viens pour d'autres raisons, ça pourrait compenser. Ça pourrait peser. Juste, ouais. Oui. Pour les permis restrictifs, c'est restrictif pour un centre. Donc, vous ne Ça- pouvez pratiquer que dans un hôpital. Ouais, pendant 5 ans. Vous allez travailler pendant 5 ans, puis après 5 ans, ça devient régulier automatiquement. OK. Donc- Donc, on fait... Ouais, Donc, c'est la méthode pour la plus combler- rapide. C'est pour combler les régions, c'est ça. Tout à fait.
Ça existe, le permis restrictif, c'est pour combler les régions. Il n'y a pas tout le monde qui veut travailler en région. Donc, c'est une bonne façon d'intégrer le système finalement. Il faut juste trouver... Il faut passer les examens, il faut passer les stages d'immersion. Il y a des stages, oui. Il y a des stages, il faut payer ça aussi. Il faut payer aussi. Donc, monnayer, c'est... Il y a 3 mois de stage d'immersion et il y a les examens. Donc, il faut avoir de côté quelque chose qui pourrait nous aider. Monsieur Anas Boukas, vous avez pris la méthode classique, vous ne l'avez pas choisie, vous avez toujours vécu ici probablement. Un Marocain qui viendrait pour pratiquer la physio ici au Québec, donc se voit confronté à un obstacle. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Est-il plus facile de refaire les études au complet dans le cas de la physiothérapie? En fait, ça rejoint un petit peu ce que madame et monsieur disaient. Il y a l'aspect motivationnel et psychologique qui est très important de connaître ses raisons. Et ça va donner un petit peu de la motivation lorsqu'ils vont voir les obstacles qui se présentent à eux. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de communiquer avec soit le collège des médecins ou bien l'université en tant que telle pour qu'ils nous expliquent un petit peu les procédures. Parce que des fois, surtout en physiothérapie, ça peut être du cas par cas. Et donc, une fois que ça sera bien étalé, bien expliqué, et puis qu'il y a les bonnes raisons, et bien après, le processus devient un peu plus facile. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. Être motivé, connaître ses raisons, et puis bien être informé. Excellent. Donc, nous avons ici avec nous, non pas un professionnel de la santé, mais Monsieur Yassine Ouasli. Vous êtes directeur exploitation à l'excellence, conseil et formation. Vous êtes dans une institution qui a donné des formations, qui a donné des cycles de préparation aux examens. Préparation aux examens, oui. En fait, déjà, l'excellence... Donc, il y a un marché pour ça. Oui, c'est que je ne parle pas du marché. En fait, qu'est-ce qui crée un marché? C'est la demande. Tout à fait, oui, oui. Donc, il y a la demande. Il faut ou bien développer une offre adaptée à ça. Et là, je vous parle du côté affaires. Mais avant de parler côté affaires, j'ai vu, selon les discussions de madame, des docteurs, de ceux qui sont dans le secteur de la médecine, déjà ici, les différentes difficultés, ainsi de suite. Ça, peut-être eux, ils en ont vu avec les personnes qui sont dans leur même secteur d'activité, qu'ils les ont croisés, que ce soit dans le secteur professionnel ou par hasard. Ben, je leur dis, j'en vois beaucoup plus. Pourquoi? En fait, on est un centre de formation et de conseil pour différentes formations. Il y en a plusieurs qui sont ou qui étaient médecins ailleurs, qui décident de changer carrément de carrière parce que c'est trop compliqué. Ils se butent au système. Vous aviez dit, on voit beaucoup de médecins qui sont taxieurs, ainsi de suite. Des fois, c'est l'information qui n'est pas accessible. Peut-être que le Collège des médecins au Québec, il donne l'information. Lui, il ne connaît pas le Collège des médecins au Québec. Il cherche permis, médecine, Canada, ainsi de suite. Et donc, la recherche n'est pas méthodique. Des fois, c'est un couple. Une personne a là son marché pour travailler et l'autre, c'est dans le secteur de la médecine. Et les deux, ils ont fait le choix de venir ici. Donc, ce n'est pas un choix et une planification déjà faite. Selon ce que vous avez vu en donnant cette formation-là, est-ce que les gens étaient suffisamment informés en arrivant ici au Québec des difficultés? Pas du tout. Pas du tout. Donc, beaucoup sont surpris de l'énormité de la tâche. C'est ça. La durée de la procédure qui est entre, les écarts entre les tests, les différents tests, plus le stage, aux alentours de 3 ans, à peu près. Je ne sais pas, je peux prendre... 3 ou plus, minimum 3. Oui. C'est un minimum de 3 ans. C'est un minimum de 3 ans. C'est ça. 3 ans, s'ils arrivent à trouver un stage, juste après la validation de leur dernier test, et tous les tests soient valides. Donc, ça, c'est les 3 ans. Il faut qu'ils aient pratiqué la médecine les 5 ans avant. En plus. Sinon, ça ne marche plus. Oui. C'est qu'il y en a des contraintes. C'est que ces personnes sont pas mal informées. Okay. Et en plus, le problème des stages ou de la pratique ou ainsi de suite, ça, j'en ai vu, par exemple, des articles dans les journaux en 2012, ici à Montréal.
qui parlait de ça. C'est un sujet qui a été discuté au Parlement concernant les médecins qui Étrangers. parce qu'il y en a plusieurs médecins qui ont carrément fait style une pétition et vous ont demandé carrément à se présenter devant le Parlement pour en discuter. Et ils en ont fait ça. Et c'était un sujet très important. Et les médias, quand même, quand les médias, ça rentre, OK, le problème, en fait, il est divulgué. Plusieurs personnes sont conscientes de ça. Donc moi, en fait, je suis un conseiller, ou plutôt conseiller en orientation de carrière, mais conseiller en affaires aussi. Donc, Mais vous, c'est si mon un médecin métier. se présente à vous, lui conseillerez-vous de changer de... En fait, on cherche avec lui parce qu'il y en a plusieurs critères pour le choix. Le critère, je peux vous les citer rapidement là, mais bon, en tant que conseiller, je les vends d'habitude. Mais c'est le vécu, la formation professionnelle, l'expérience, ce qu'il aime faire comme métier, mais ça, il les a déjà. Il peut juste réfléchir un petit peu, il peut les trouver. Il reste un cinquième, ce qui marche sur le marché. C'est ça, Pour faire le rapprochement, trouver l'intersection entre ce qui marche et ce que lui, il a, selon ses différents critères. Et pour ça, se définir un point d'arrivée, une destination. C'est que se définir un objectif et là, se tracer un chemin pour cet objectif. Une fois l'objectif il est défini, le chemin il peut durer 5 ans, 10 ans, 3 ans, ça c'est autre chose. Le choix qu'il va faire selon est-ce qu'il va partir en région ou rester ici à Montréal ou en suivant, en se présentant ou en se préparant aux différents examens et tests. Oui, mais le c'est processus le ne choix. peut pas durer 10 ans, Dr Naifera. C'est que- Le processus, donc on ne peut pas rester 3 ans sans pratiquer la médecine. 5. On ne peut pas rester 5 ans sans... Donc, une fois passé les 5 ans, Toutes les portes se ferment. toutes les portes se ferment. Donc, C'est- c'est comme un jeu dangereux. Puis, Pour les spécialistes, c'est 2 ans. 11 ans, 2 ans. 2 ans, OK. Donc, quoi? pour les spécialistes, Pour les spécialistes, 2 ans. c'est 2 ans. Donc c'est ça, c'est qu'ils ont déjà des Donc- contraintes en plus. Donc pour moi, première chose, définir le choix. Une fois qu'ils définissent, et vraiment quelqu'un qui a une certaine compétence, il a passé une belle partie de sa C'est vie facile. à pratiquer et à étudier, je les oriente de point de vue personnel, je leur montre l'information parce que je ne peux jamais prendre la décision à la place de quelqu'un d'autre. En fait, c'est à lui de prendre la décision, mais au moins je lui présente les sources d'informations fiables, et j'insiste sur le terme, sur le mot fiable, desquelles il peut vraiment trouver les sources d'informations, les informations qui vont l'aider à prendre sa décision. Donc, il y a aussi, c'est pour ça aussi on a développé, ou plutôt on a fait un partenariat avec un centre qui offre des formations, qui prépare les gens à cet examen de- à cet examen ou à ces examens, parce qu'il n'y en a pas un seul, donc avec ces plusieurs niveaux. Et donc voilà. Et parmi Oui. vos clients, est-ce qu'il y a beaucoup de Maghrébins? Avez-vous des statistiques? Combien aspirent à devenir médecin au Québec? Je ne peux pas vous donner les statistiques, ou plutôt, je n'ai pas les statistiques des Maghrébins. Quel pourcentage des Maghrébins sont-ils médecins? Parce que la population maghrébine ou les immigrants, la sélection qui se fait automatiquement par le ministère de l'Immigration, tout le monde est qualifié. Tout le monde, bien sûr, un certain pourcentage. Il y a certaines qualifications qui doivent être là. Dans ce secteur, j'offre d'autres formations, comme administration. Peut-être c'est pour ça que j'ai parlé d'offres et de demandes. J'ai eu dans une classe 3 médecins sur 20. OK. Donc, c'est Donc, quand même... moi, ça une- m'a étonné parce que lors de la présentation du groupe, j'ai eu 3 médecins. J'ai dit quand même, j'ai une belle classe, j'ai de beaux étudiants là devant moi, mais vraiment, je dois les aider et c'est ce que j'ai fait. Je dois vous voir dans des séances de suivi personnalisé pour au moins essayer de donner ce que je peux. C'est pas pour vendre des formations, c'est pour leur donner le chemin pour prendre une décision. Et c'est Excellent. le bon Donc, chemin. c'est un processus quand même difficile. Docteur Naifer et Docteur Ruissi et Monsieur Boukas, si aujourd'hui, on avait devant nous un papier, une feuille et qu'on devait écrire une pétition, une demande à faire au Collège des médecins
pour faciliter. Donc, on va s'imaginer quelle serait la phrase, quelle serait la chose, selon vous, qui faciliterait l'accès au système de santé qui est vraiment sur lequel on se bute? Le collège ne se base pas. Tous les immigrants, sont à part égale. Ok. Oui, mais tous les Et immigrants, si on pouvait les aider. C'est la durée ou le délai de traitement de dossier, c'est long. OK. C'est vraiment long. Donc, selon vous, si on réduisait au moins le délai de traitement. Docteur Naifr. Moi, je ne sais pas si c'est au Collège des médecins qu'on devrait dire ça. Je pense que ça serait plutôt à la source, aux immigrants qui doivent partir. On devrait leur informer qu'est-ce qui les attend et est-ce qu'ils sont prêts à ça ou pas. Donc, c'est le ministère de l'Immigration, probablement les ambassades. D'expliquer qu'est-ce qui les attend et est-ce que... Donc, selon vous, c'est parfait, on ne change rien. On ne change pas rien, je veux dire, pour que ces découragements... Le Collège des médecins, oh non, il y a beaucoup de choses à changer. Mais je ne sais pas si par rapport... Il y a déjà beaucoup de problèmes en interne. Alors, je ne sais pas si c'est... Non, je sais, mais je veux dire, on va rêver là aujourd'hui. Qu'est-ce qui faciliterait, qu'est-ce qui rendrait la chose plus facile pour les Maghrébins? Ou pour les immigrants, dans le fond, parce que c'est les mêmes problèmes. À part les délais de traitement. Peut-être mettre plus de sessions pour leur expliquer le cheminement et leur expliquer le système. Parce qu'on arrive... Il y a un problème de... Ouais, parce que les gens commencent les examens, ils n'ont même pas encore compris comment on va arriver au bout. C'est ça, hein? Ouais, ils n'ont pas encore compris, intégré non plus comment marche le système de santé québécois. Monsieur Boucas. Oui, c'est aussi normal que les programmes en santé sont souvent très contingentés, veut pas. En physiothérapie, je ne sais pas, en médecine, ils offrent un certain pourcentage de places pour les étudiants étrangers. Donc ça pourrait être négociable, peut-être essayer de l'augmenter un petit peu plus. Mais il y a l'aspect éducationnel qui est très important parce que on ne peut pas juste venir comme ça et demander d'avoir plus d'étudiants étrangers. Il faut le mériter, puis il faut être au courant des réalités du Québec et des médecins québécois d'abord. On parle justement des gens brillants qui se retrouvent avec une carrière brisée ici au Québec. C'est malheureux et on ne veut pas ça. Maintenant, une dernière... Oui. Il y a une entente, l'entente France-Québec aussi. Ça a diminué le nombre... L'entente France-Québec. Oui. Donc, si on en parlait, parce que les gens ne connaissent pas ça, forcément, c'est quoi l'entente France-Québec? Les médecins français qui ont leur diplôme en France, ils peuvent venir travailler ici après un stage d'immersion de 3 mois. OK. Juste ça. Donc, il faut trouver l'hôpital qui les prend en charge, qui les accepte. Puis, c'est ça. Donc, si on pouvait élargir ce genre d'entente avec d'autres pays ou que ce soit rotatif avec un pays chaque année, ça aiderait... on pourrait faire une collaboration. Ça aiderait beaucoup. Mais bon, on rêve aujourd'hui. Une dernière question. Il y a beaucoup d'hôpitaux communautaires à Montréal notamment. Donc, on parle de l'hôpital juif, de l'hôpital italien. Qu'est-ce qui nous manque, nous, les Arabes, les Moyen-Orientaux, les Maghrébins, pour avoir notre... fleuri. L'argent? Les fonds? Les fonds. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre? Est-ce qu'il faut avoir plus de médecins praticiens? Est-ce qu'il faut avoir plus de pourvoyeurs, de bailleurs de fonds? C'est ça, c'est l'argent. Donc, il faut trouver des gens riches pour financer pour construire l'hôpital, pour le financer, pour le... Ouais. Mais selon vous, est-ce que ça vous dit, là, vous... Non, je ne pense pas parce qu'on va faire du communautarisme. Puis moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne pense pas qu'on rende service non plus aux Maghrébins de les mettre des ghettos, comme on fait un peu la France, je pense. Puis ce que j'aime bien justement au Québec, c'est que justement on essaie vraiment de les intégrer et qu'ils sont partout. Et il faut justement... Mais on s'entend que l'hôpital juif n'est pas un hôpital communautariste, même s'il est communautaire. Et parce que c'est des fonds privés juifs. Ça ne veut pas dire que je suis totalement d'accord avec ça, mais il est là depuis... Mais je ne pense pas que les Maghrébins... On n'est pas dans la même situation que les Juifs. D'abord, on est le Maghreb, et puis comme je te dirais que ce soit les Arabes ou les musulmans, c'est une grande communauté, on est très diversifié, on ne forme pas un seul groupe à nous tous. Ouais. On est très différents, et je ne pense pas qu'on rende service justement à les laisser. On devrait, je pense, s'ouvrir. Je parle de la Tunisie, qui est un pays très ouvert, et on a toujours accueilli toutes les cultures, et je pense qu'en venant ici, on reste toujours des Tunisiens très ouverts, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose de faire un hôpital maghrébin ou un hôpital tunisien. Oui.
Mais à Montréal, il existe, parce qu'on voit de plus en plus de professionnels de la santé qui sont maghrébins, musulmans, peu importe. Et puis, on voit de plus en plus des associations qui, justement, essayent de regrouper ce genre de personnes. Il y a l'association Shifa à Montréal, Shifa, oui. justement, qui peut-être éventuellement a ce but plus tard. Mais je pense que ça reste quand même une bonne idée de pouvoir créer des contacts entre Oui. médecins pour s'entraider, C'est ça, et puis pour pouvoir, dans le fond, être une certaine fierté au sein de la communauté. C'est ça. Et puis, en fait, aussi se démarquer en tant que communauté par de bonnes choses et non pas servir uniquement sa communauté. C'est plus Exactement. se démarquer, se rassembler dans un domaine qui est quand même difficile d'accès. Je vous laisse le mot de la fin, Dr. Ruiz. Bah, pour ceux qui veulent venir ici, il ne faut pas qu'ils s'aient de courage. Il faut se renseigner avant tout. Et il y a un long chemin à faire. Ouais. Ben, bravo, en tout cas. Ben, aussi, on peut voir que les médecins qui ont réussi, eux, vraiment, c'est chapeau à eux, parce que de un, ils amènent un certain background de leur pays, en plus de ce qu'ils ont appris ici. Et donc, selon moi, ça en fait simplement des meilleurs médecins. Et puis, chapeau à eux. C'est en tout cas une expérience riche, j'imagine. Dr. Naifr. Moi, c'est ça que je dis justement, comme un petit peu ce que tu veux dire. C'est que moi, je viens de la Tunisie et justement, je ne voudrais pas juste rester avec des Tunisiens. Je suis très contente de donner ce que j'ai appris dans mon pays aux Québécois et d'apprendre de tout ce qu'ils m'ont appris, parce qu'ils m'ont appris énormément. Et aux immigrants, peut-être de faire des gens comme nous, peut-être cet espace justement entre les Québécois de souche et les immigrants qui arrivent. Nous qui sommes là depuis longtemps, on pourrait être ceux qui C'est ça, aident à s'intégrer. c'est ça, c'est ça. On pourrait Donc faire des ça. gens d'associations de médecins qui prennent en charge les nouveaux arrivants. Ouais. Ça nous prend ça, mais ça nous prend aussi beaucoup de médecins praticiens et on est encore en nombre, je pense, limité encore. Monsieur Wasley. J'espère, docteur, bientôt là. Si je suis des formations d'études en médecine. Mais bref, juste vraiment, de mon côté, comme je vous ai dit, je vois les médecins ou beaucoup de médecins à leur arrivée au Canada ou au Québec en tant qu'immigrants. Et je vois que rien qu'un organisme associatif, rien que pour l'orientation et s'il y a une base de données, d'informations, ça peut beaucoup aider parce qu'il y en a des gens qui partent sur de mauvais chemins. Ils prennent des décisions sur des informations qu'ils en ont pris de l'ami, j'en ai entendu parler, ou ces termes-là qui ne sont pas vraiment scientifiques ou qui ne sont pas fondés et sur lesquels ils prennent des décisions et Ça gâche une erroné. vie. Ça gâche Là, une vie. c'est vraiment la recherche d'informations pertinentes. C'est très important et on propose que ça soit présent lors de la procédure d'immigration. Ça a été cité déjà, mais c'est pas évident quoi pour ça. Et j'espère bonne chance pour tous ceux qui sont en procédure d'équivalence de leur diplôme de médecine qu'ils ont eu à l'étranger. Merci beaucoup. Donc, madame, messieurs, merci beaucoup. Donc, nous avons pu voir avec vous la difficulté d'un médecin maghrébin. Ça reste un métier très difficile d'accès ici au Canada et on souhaite beaucoup de chance à ceux qui aspirent le devenir en étant bien informés. Oui. Merci. Merci.